Alors, nous arrivons donc à la deuxième session. Nous arrivons donc à la deuxième session de cette deuxième journée de notre colloque. 4 présentations, communications seront présentées par mes collègues ici présentes. Elles vont porter toutes, donc elles sont regroupées sous l'axe oralité et enjeux didactiques. La première nous sera présentée par une doctorante qui nous vient de l'université de Bouira, une fille de Béjaïa qui est inscrite en fait en thèse à l'université de Bouira. Elle va nous présenter une communication en langue amazigh et c'est la première, je pense, depuis le début de cet événement. Donc la communication est intitulée Ad-Degn-Skla Thimawith Degouselmed Tutlayth Ntmazigh. J'ai réussi. Alors, traduction. Donc, c'est la place de la littérature orale dans l'enseignement de la langue amazigh. La communication sera présentée uniquement par Mademoiselle Kassi. Malheureusement, donc, Mademoiselle Berdous Nadia n'a pas pu donc être présente parmi nous aujourd'hui. Alors, Mademoiselle Kassi, la parole est à vous. Merci. C'est bon, d'accord. Donc, merci Madame la Présidente. ديسا زوارا دونك كنشوف في اللون كويس دينا سنمير طمقان ديماس حداد يديه كان تيمليله ساكي سوازاليس سنمير كرا كويني دي كان يدي فكنا فوس نتاللت ايوا كنا ديلي القديشه كاع يهم بلا العظيم ما كني دنا مساسه سلويت سنت تيوالتا كاع ديلي فواد كنت شي ثيماويس ديك تقول ما دوس المد ندوس ليه نتمازيغ نفذو سوراواس دونك لو بلان de la communication. C'est l'introduction, c'est la méthodologie, les résultats et les intégrer. Donc ce sont les suggestions, bien les recommandations et c'est donc la conclusion. Commençons par l'introduction. يرسل ميسين تيجدانين يسميري تنتوثليث نتمازيغ ثفصيات تدرينس يبدان غفي ماويس لدغاثي يمين ستم صباغور تيتروحون سيسوثا غرصايض يلمند نوايا تسيلة ماويس زمالة تيلي دسا لسنا المذان نختاري ثري سيلين وغارين المذن إمي أسقدش نينا ونقول ماذ تثليث نتمازيغ تيثبغوثي ليا لدغاث تثليث النخ الساعة ثملي تمقرون تقولوا مز نتزمر تثليانين دونك لو مز نتزمر تثليانين qui veut dire l'acquisition des compétences langagières. ورين المذن وكل الفنيا نتميز نسن دونك سي لا كونستركسيون دو لور ايدنتيتي تقول ساتلاقي نفسينا via بروس يتوافد ان انسيكلوبيدي بربر ان دايت سيزاك تسهيلا ثيماويث تسهيلا تقبيلي تقفور ثيماويث كثدرس ساعه ساعه كتو ذرتي المتيثنيا لاس تفضا فوطاس نتوساتين دونك تيوساتين سو سون لي جور يالاس نتم دياس لا بويزي تيموشوها لي كونت انزان لي بروفيرب تيمساراق لي دوفينات اكل شنا نتويزيا سيناكين ساعة ثموخيس دونك نوتر بروبليماتيك يلمد ivroteur adna fouksen ti yiswan ychuden غار ولما داس المد تيلا نتمازيغ يسوان ce sont donc les objectifs parmi eux donc ساعة سنانين تدمين وزغان c'est le développement de la compétence ou bien de l'esprit critique pardon نوزغان اكو تسلط اسنانين تزمر تثليانين لدغا نتوريا اكو تيرا ثوري c'est la lecture les compétences de lecture ainsi que celles de l'écriture اسنانين وين يسنيا كانوا المد في السينس c'est beaucoup plus pour les prérequis des apprenants. C'est l'esprit, donc l'esthétique. أكون فغير أشتاقي أكون تكيد قلبني زوسي لا أنتو جناينس من لا ثما صاري سوا أنا كنت صاري وين يتوافد لك كثينا وثاقي نزماد لي ناسق شنتي ثماوي تزماد لي ذا الأسنان المذان سوا زاليس ماشي ما نغال غارتي لا وثقدونا دونك لا رياليتي دو تيران أنا عرض نزار أمشي ديتي لي سقد شنتي ثماوي كناري ثنتو ثلاث نتمازيغ من نستقسينا أجدان فروين ديستقسينا دونك لي كيستيون دو ريشيرش. La première question, donc quelle est la place de la littérature orale en classe de Tamazight? Donc le terme anamez qui veut dire l'exploitation. Donc comment peut-on exploiter la littérature orale en classe de langue amazigh? Comme vous le constatez, donc notre échantillon est composé de 45 participants, donc de 71,1 de sexe masculin, pardon, et 28,9 de sexe féminin. Donc ils sont titulaires de diplômes de licence, 24,4 et de master, 66,7%. Pour l'expérience de professionnels, donc on trouve une catégorie d'enseignants de 8,9 qui enseignent, donc qui ont une expérience de moins de 5 ans d'enseignement et de 5 à 10 ans, donc 37,8%, et ceux qui exercent qui ont une expérience de plus de 10 ans, 53,3%, et bien sûr ils sont
sont répartis sur les 3 paliers, donc le primaire, le collège et le secondaire. Pardon. Cette question-là, donc, donc, quelles sont les différentes opinions des enseignants par rapport à la littérature orale? تلا إذا قال ديالهم أون المال إيمان يدلسنا ورس يسرى يسنرني أرثنرني ثيري أنتو ثلاث ورس تسيلا ثيماوي ذا غرفز أنتو ذرت ساعة ثمليل تذكر ربيع نوراش يسيد نسكري يرجزن تلاوين لا دغاس تمسيرين يتين نهار ثقارنت مشوها وتنقيسين تنقيسين سو سون لي فابل دونك تسيلا ثيماوي تيهمين تمتي تكاثوث نيغارفان تيهمين تمتي كي فو دير دونك سي لو باتريمون تكاثوث نيغارفان سي لا ميموار كوليكتيف ذلساس نوسيمي ذكو غرفاز غفويا إلا قد نحرس دلساس نتو ثلاث توالي خصها غزال داشو كان إلا قد نسلمذ أكني وثا سوسيشم نتاويلا ثثرارن لي ماروث ليار سيلا ثيماويث ورتسلال نتاث وساثين تيماينوثين إميذ نتا ثيقرفزن تسيلا ثيراويث. Donc je prends quelques opinions seulement, je ne vais pas prendre toute l'intégralité. Donc les élèves, les arabophones, donc elle leur permet de mieux s'exprimer. Donc elle permet de fortifier le lien entre l'apprenant et son environnement. On peut passer comme ça directement. Donc, on a posé cette question-là aux enseignants. Est-ce que vous avez eu au cours, donc, durant vos séances à l'utilisation de la littérature, 53,3 avouent qu'ils ont utilisé la littérature et 33,3 donc parfois et 13 donc donc, quels sont les genres textuels que vous utilisez? Donc, en premier lieu, donc, ce sont les proverbes et les expressions idiomatiques, les expressions figées, les devinettes, et une zone par rapport donc les comptines, les chansons, etc. Donc, quels sont les objectifs? Donc, quels sont les objectifs qui en découlent de l'utilisation de la littérature orale? En premier lieu, on retrouve donc le développement des compétences langagières. En deuxième lieu, c'est l'entraînement à l'écrit. Donc, comme vous le constatez, que la langue et la littérature sont deux notions indissociables, inséparables et sont mutuelles. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour l'introduction de la littérature orale en classe? En premier lieu, on trouve la lecture. Ce sont les jeux de rôle ainsi que les pièces théâtrales, ainsi que les débats entre les élèves. Donc, ce sont des exercices qui sont centrés sur le c'est le lexique, c'est la grammaire. Donc, est-ce que les enseignants ont rencontré des difficultés? Donc, 69,8% affirment avoir rencontré des difficultés quant à l'utilisation de la littérature orale. Donc, quelles sont ces difficultés-là? On peut citer quelques-unes. Donc, c'est le manque de support audio ainsi que les supports visuels et les textes authentiques surtout. Donc, le manque de formation par rapport à l'introduction de la littérature orale en classe. Donc, les enseignants de Tamazight sont souvent contraints par le temps et bien sûr, ils sont toujours entre le marteau et l'enclume. La plupart des enseignants veulent bien introduire la littérature orale, mais malheureusement, ils sont contraints par le programme et donc ils doivent terminer le programme officiel. Donc, passons aux perspectives. Donc, je vais citer quelques-unes seulement, sinon je ne vais pas respecter le temps. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Donc, parmi ces propositions-là, donc inviter des conteuses ou bien des conteurs pour narrer ces histoires-là en classe.
أجمع نوين لم ديماوي دونك سي لا كوليكت دي كوربوس أورو إوا كنرجلو نرى أسو قث القديشات إذ لسانن كتمزيزلين يغرفزن باردون أكو تشخوفي نو مزقون أسيشم نورال كسيلا ديراني كاس اسلمت توساتين الى قد يفزو زكوار فازا منزو اكنا ديالون المثل نوميا اتيلي دار مستيماديس دونك quelques enseignants préconisent d'élaborer toute une séquence par rapport à la littérature orale puisque les autres activités sont déjà enseignées telles que la grammaire, la conjugaison, donc pourquoi pas la littérature orale comme séquence. Donc les limites de la recherche, passons aux limites. Donc, أماكن زايا القديشو سنان يساعتي لسانونا ديا غاد قماهي أنا عرض نسيسن كاسيسن. Donc la première limite c'est la limite donc par rapport au plan méthodologique et يزن تسناريك أكبر ينفكان يلاد أنا جالسي ونولد. Donc nous avons utilisé qu'un seul outil de recherche, donc c'est le questionnaire Google Form qu'on a distribué donc, par boîte mail aux enseignants. Le deuxième point, c'est donc le temps, où Zil Stalis, donc la durée, elle était vraiment courte pour réaliser cette étude-là. Le troisième point, c'est l'échantillon. Donc 45 participants. Donc selon les résultats qu'on a obtenus, nous ne pouvons pas généraliser ces résultats-là par rapport aux enseignants qui sont sur tout le territoire national. Voilà. Pour la conclusion, donc أماهينا يقيد غفوا ذيك نسيلاتي ماويت كناريت نتوثليت نتمازيغ المد نيجما فيغ نصاوض نفدم ورم قرانيس المذن ساعة نفغي إوا كنا ديليا وسيشمنا أسيدف نسيلاتي ماويت كناريت نتمازيغ نو فيا سوك تنيم سولغا مثلا داك التسيلاتي ماويت زمالتي لي ذا الأسنان المذن دونك سي ان اوتي ديداكتيك نو فيا سوك تنيم سولغا مثلا باردون زمالت سيلاتي ماويتي خطرت بزاف غافو سنانين كرا تزمر غورين المثل دغامالان تيغوناتين لا كزوجو الى قن. Donc pour le développement de ces compétences, il faut qu'il y ait bien sûr un climat adéquat. ماشي ما نوغال غير وغورن نفذ قلنا التصنيع ويقني تمليلين يسلمذن لدغان اين يزن يضريسن احقانين دونك لي تيكست اوتونتيك نوغ فيا ثوك تنيس المذن زكان طفارن تصفضوف نوسواس دونك ils sont bien sûr ils sont contraints par le temps donc là pour terminer le programme dernier كاس غرثاقرا المني فاورنا كتمليل تسع سيلاتي ما ويصافون المذا كذو تسع نواهل نيس المذن يقوي داري اليوم صفغا سنتير ماذ اكو ديما هيلين يبدا غافو سيدف نسيلا تيماويث. Donc termine par les références et تلمير نويت. Merci Dalicia pour cette présentation, je dirais brillamment présenté. J'insiste et j'aimerais bien le dire parce qu'en fait, Dalicia vient de m'avouer que c'est sa première communication. Donc, c'est merci. Voilà. Ah, oui, tout à fait, pour une première, exactement. Sans trop tarder, nous allons passer la parole à une autre doctorante, cette fois-ci qui nous vient de l'université de Béjaïa. Il s'agit donc de mademoiselle Bekouche Sarah, qui nous présentera donc sa communication intitulée « Les représentations de l'oral dans l'enseignement du français au secondaire algérien ». Mademoiselle Bekouche, la parole est à vous. Donc bonjour à tous, je suis heureuse d'être ici parmi vous. Je remercie les organisateurs, à leur tête Monsieur Haddad, les intervenants et le public ici présent. Alors ce colloque est une véritable... Oui communication, Sarah Bekouche. Oui. Alors, comme je viens de dire, donc, ce colloque est une opportunité d'échanger des réflexions autour de la thématique de l'oral, qui est un domaine qui est assez fascinant, mais peu exploré malheureusement. Notre communication va porter sur les représentations de l'oral dans l'enseignement du français au secondaire algérien. Donc, pour introduire un petit peu
Donc pour commencer, notre contribution s'intéresse à l'oral, qui est un volet indispensable dans l'enseignement et l'apprentissage du français langue étrangère et compétence essentielle à la communication. En dépit de son importance, les représentations et les pratiques des enseignants témoignent de sa vulnérabilité et traduisent la peine de l'oral à s'imposer comme discipline face à la prédominance de l'écrit. Donc à travers ce travail de recherche, on s'interroge sur les représentations que les enseignants se font de l'enseignement de l'oral et de la manière dont elles influencent les pratiques de classe. Nous souhaitons également explorer le lien entre les perceptions et les pratiques tout en mettant en lumière certaines préoccupations majeures des enseignants. Alors, donc, quelques notions théoriques. Nous citons donc pour la représentation, selon Jean-Pierre Cuc, c'est une notion transversale qu'on retrouve dans plusieurs domaines, initiée par Durkheim, de son concept sur la représentation collective, puis par Moscovici, par son concept des représentations sociales. Alors Jean-Pierre Cuc souligne leur importance en didactique du français langue étrangère dans l'observation des situations de l'apprentissage. En grand, on dira que les représentations, c'est une vision, une manière de voir les choses qui est partagée socialement, qui contribue à l'élaboration de la réalité. Quant à l'oral, selon Elisabeth Lott, donc, je cite, quand on parle de l'oral dans le domaine des langues, on a trop souvent à l'esprit la prononciation, la correction des sons, des notes, et des mots et des phrases. Cette conception de l'oral fait appel au mécanisme de production, certes, mais elle fait fi de ce qui est en amont et autour de l'acte de production. Je cite également, elle dit aussi que l'acte verbal souffre ou jouit de la présence de l'autre et de l'instantanéité, ce qui est notre cas actuellement. Et voilà, donc contrairement à l'écrit. Je cite également Respail qui dit de l'oral que c'est une expression de l'identité profonde et toute intrusion dans le domaine est vue comme... Toute intrusion dans le domaine est vue comme menaçante, mettant en cause l'identité et comportant un risque de mise à nu. Pour Dosé-Schneuli, donc qui parle des pratiques actuelles, il dit donc qu'ils sont toujours influencés par ces prototypes souvent légués par la tradition mal fondée, d'où l'instabilité des représentations qu'ont les enseignants sur l'oral. Professeur Amouden a également évoqué les représentations qui sont parfois réductrices de l'oral dans son travail sur les approches intégrées. Alors, c'est le... Ah oui. Ah oui. Je sais pas. Ah oui. Ah oui. Alors, notre corpus est constitué de 7 entretiens réalisés avec des enseignants de FLE dans 3 établissements secondaires de la wilaya de Béjaïa. Il a été analysé selon la méthode de l'entretien compréhensif initiée par Jean-Claude Kaufmann, qui définit l'entretien compréhensif comme étant une méthode créative fondée sur la souplesse des instruments, mais aussi sans oublier la rigueur, bien sûr. Il ajoute également que dans de nombreux cas, l'entretien compréhensif peut être utilisé comme un instrument très performant pour étudier finement les pratiques et également les représentations. Certains résultats, pour les résultats, nous avons 4 principaux thèmes que nous avons retenus à partir de notre corpus. Le premier, c'est l'influence du cadre géographique et idéologique sur la construction des savoirs autour de l'oral, l'actualisation des manuels scolaires en fonction des besoins langagiers des apprenants, l'utilisation de la norme écrite dans l'enseignement et l'apprentissage de l'oral. Nos informateurs n'ont pas pu se retenir de nous parler de l'effet qu'exerce la politique actuelle du remplacement du français par l'anglais sur les pratiques de l'enseignement et l'apprentissage du FLE en Algérie. Nous avons 3 outils qui nous ont permis d'analyser notre corpus. On commence par les phrases récurrentes. Ici, les phrases récurrentes concernant la perception générale de l'oral. Je cite,
c'est un travail colossal, c'est une tâche lourde, c'est une préparation de tout un siècle. Donc, c'est comme ça qu'elle est vue par nos informateurs. Donc, il y a aussi une ambivalence entre les représentations issues de régions rurales et issues de régions urbaines. Pour les informateurs issus de régions rurales, ils disent « Malheureusement, on n'a pas les moyens pour mener à bien une séance de l'oral. Il y a un manque terrible. » Contrairement à la région urbaine, un informateur qui dit « Nos élèves en ville, surtout, parlent bien, ils adorent parce qu'ils maîtrisent l'oral. » Ici, il y a une autre ambiance carrément. Il y a même un informateur qui nous a parlé de l'utilisation d'un code QR lors de la séance de la compréhension de l'oral. Donc les élèves, ils scannent le code QR et suivent le document audiovisuel sur leur téléphone. Il y a également des phrases récurrentes concernant le manuel scolaire. Je cite, « J'ai supprimé carrément le livre, c'est dépassé. » Un autre informateur se révolte en disant « Est-ce que la génération de 2003 et de 2025 est la même ?» Elle n'est pas la même. Elle n'est pas la même. Les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. Donc les thématiques abordées dans les manuels n'intéressent pas et ne motivent pas les enseignants et ne motivent pas également les élèves. Alors, comme deuxième outil, nous avons les contradictions. Je cite, on est obligé d'accorder plus de place à l'écrit. Si on avait créé un bac oral, on va travailler plus l'oral. Enfin, on aurait aimé. La contradiction ici, c'est qu'on aimerait travailler l'oral, mais on ne le travaille pas parce qu'il n'y a pas un bac, il n'y a pas de bac oral. Comme troisième outil, nous avons les contradictions récurrentes. Nous avons décelé certaines contradictions récurrentes concernant l'évaluation, la manière dont nos informateurs évaluent l'oral. Pour certains, c'est le fait de pouvoir s'exprimer librement, être à l'aise. Donc, versus, ils disent aussi qu'il faut s'exprimer mieux. Lorsqu'on s'est interrogé sur le fait de ce qu'était s'exprimer mieux, ils disent que c'est le fait d'utiliser des phrases simples. C'est un sujet, verbe, complément. Donc ils disent c'est l'oral, il faut respecter les règles de grammaire, ce qui nous renvoie aux travaux de Benveniste, donc qui dit plutôt qu'il s'agit ici d'un écrit pas parlé. Il y a aussi un oral qui est fantasmé et qui persiste sur des bases qui est basé sur des normes purement scripturales. Il y a aussi une contradiction récurrente concernant l'anglais. Je cite, on se sous-estime, on n'est pas fructueux. Ici, les enseignants, les informateurs montrent leurs soucis par rapport à l'anglais, mais ils continuent de dire aussi qu'on va virer à l'échange entre les quatre coins du monde. Ici, vous l'avez vu, il s'agit d'une interférence linguistique. Alors, pour comprendre ces contradictions, nous avons pioché un petit peu dans la psychologie sociale. Nous avons trouvé que ce phénomène existe sous le nom de dissonance cognitive, qui est un concept initié par Léon Festinger en 1957 et qui explique comment l'être humain réagit face à ces situations de défi en développant ses propres stratégies d'adaptation. Donc pour la discussion des résultats, donc nous pouvons dire que les réponses des enseignants traduisent une perception floue et de l'oral assimilée à des pratiques propres à l'écrit. Les enseignants appréhendent l'oral et par conséquent, dans certains, l'excluent complètement de leur enseignement. Mais de l'autre côté, on réalise qu'il y a une véritable volonté de comprendre et d'enseigner l'oral en dépit du manque de moyens technopédagogiques nécessaires pour installer la compétence orale. Il y a aussi une volonté de voir se concrétiser un bac oral qui contraindrait les élèves à s'intéresser davantage à la composante orale. Ils s'interrogent également sur leur place et celle du français dans une ère linguistique en pleine mutation, ce qui les amène parfois à adopter des comportements en contradiction avec leur propre pensée. Donc pour conclure, nous avons pu déceler plusieurs paramètres qui contrôlent et qui orientent les représentations de l'oral chez les enseignants. Il y a des contraintes d'ordre géographique, d'ordre économique, des contraintes liées à des politiques linguistiques et idéologiques, d'où la difficulté de cerner l'oral et de l'enseigner en tant qu'objet à part entière.
Une question lancinante est née de cette étude. Donc, au final, on se dit, est-ce que cette dévalorisation de l'oral n'est pas qu'une forme de discrimination de la parole? Je vous remercie. Merci mademoiselle Bekouche pour cette présentation très intéressante. Donc vous nous avez présenté votre petite enquête que vous avez réalisée à base d'un questionnaire que vous avez adressé aux enseignants du collège. C'est des entretiens. Plutôt des enseignants du secondaire algérien, des entretiens plutôt. Donc vous avez tenté d'interpréter, d'analyser leurs pratiques et leurs représentations en tant que sur la grammaire et l'oralité en général. Donc je vous remercie pour cette intervention. Nous allons maintenant, sans trop tarder aussi, passer la parole aux intervenantes, troisième, qui nous viennent de l'université de Béjaïa, qui sont nos collègues du département de français. Il s'agit donc de Dr Mounsi Linda et Samahi Nadia. Les deux donc vont nous présenter une communication intitulée « L'oraliture dans les manuels scolaires en Algérie, enjeux éducatifs, identitaires et didactiques ». Donc mes chers collègues, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Alors avant de commencer, nous aimerions exprimer notre joie quant à notre participation à ce colloque, à la thématique ô combien intéressante pour nous. Donc nous remercions également M. Haddad, le président de ce colloque, les membres du comité scientifique et les membres du comité d'organisation pour leurs efforts acharnés pour le bon déroulement de ce colloque. Je passe maintenant à la présentation. Comment ça marche? Voilà. Alors, pour ouvrir notre réflexion, donc permettez-moi de lire cette phrase, vraiment qui condense avec justesse donc la définition de l'oraliture, qui est le thème de notre exposé d'aujourd'hui. Pardon pour la toux, je vais tousser tout au long de cette communication. Je vous préviens, je vais tousser. Je suis enrhumée. Alors, avant que les mots ne s'écrivent, ils se disaient. Avant que les livres n'enseignent, les voix racontées. Donc ces mots résonnent comme un écho venu du fond des âges. Ils nous rappellent qu'avant l'école, avant les manuels et les alphabets, il y avait la parole. Cette parole chaude, vibrante, partagée, premier véhicule du savoir et de la mémoire. Nous aimerions maintenant... Ah, je passe. C'est pas très clair. Il faut éteindre la lumière, je pense. Il faut éteindre la lumière pour que l'image apparaisse. Ah bon, d'accord. Nous aimerions vous inviter à plonger avec nous à travers cette photo. Donc imaginez une soirée d'hiver bien glaciale, autour d'un feu. Voilà, ça paraît mieux. Par rapport à la caméra, oui. Bien, autour du feu, une grand-mère raconte une histoire transmise de génération en génération. Prenons l'exemple de Teriel ou Igoujilen, etc. Dans l'ombre, les enfants rassemblés autour d'elle l'écoutent attentivement. Ils s'émerveillent, ils rient, ils tremblent parfois. Joie, peur, tendresse, curiosité, tant d'émotions s'entremêlent dans ce moment suspendu. Dans ces récits se trouve toute la sagesse populaire, toute la mémoire du pays, et surtout cette magie de la parole, qui relie les générations, les langues et les imaginaires. Cette parole vivante, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'oraliture. L'oraliture, en fait, c'est l'art de dire, l'art de raconter, l'art de transmettre par la voix. Donc ce concept vient de la fusion, découle de la fusion entre deux termes, oral et littérature. Ce sont l'ensemble des expressions orales traditionnelles, comme les contes, les légendes, etc., ainsi que les formules rituelles. Et nous avons vu un exemple hier avec la communication de notre collègue Ben Nassar. Oui. Ensuite, donc l'oraliture, pour résumer, est la littérature de la voix, une littérature qui se dit, qui s'écoute et se partage, portée par la vibration du corps, le souffle de la parole, le rythme du chant et la force du geste.
C'est à partir de ce constat que nous avons posé notre problématique. Je passe à la problématique. Ah non, pardon, tu repasses. Or, on passe au constat, pardon. Or, en Algérie, cette oraliture est d'une richesse exceptionnelle. Des contes kabyles aux proverbes arabes, des chants chéouis aux récits tergis, elles forment un patrimoine oral plurilingue où se rencontrent l'arabe, le tamazight, le français et toutes leurs variantes. Mais cette richesse, pourtant constitutive de notre identité collective, reste peu visible dans les manuels scolaires. Cette parole vivante semble en effet s'être tue. L'école algérienne, lieu du savoir, semble avoir oublié la parole du peuple. Elle est dominée par des modèles écrits, standardisés et semble accorder une place très marginale à l'oraliture. À partir de ce constat, nous avons posé cette problématique. Comment les manuels scolaires algériens intègrent-ils l'oraliture? Cette problématique nous amène à en poser d'autres. Quelle école voulons-nous pour nos enfants? Une école de la norme et de l'écrit, ou une école qui parle aussi les langues du cœur, celles qui ont bercé notre enfance et façonné notre imaginaire collectif. Donc pour répondre à cette problématique, nous avons poursuivi plusieurs objectifs. Le premier est d'identifier la présence de la qualité et la qualité des formes d'oraliture. Le deuxième, c'est d'analyser leur traitement didactique. Ensuite, explorer les perceptions et pratiques des enseignants à travers une étude exploratoire. Et enfin, proposer des pistes de valorisation. Pour ce faire, nous avons adopté une approche interdisciplinaire qui croise donc sociolinguistique, didactique et anthropologie culturelle. Nous avons favorisé une double approche. Donc, une analyse documentaire, une enquête exploratoire. Donc, l'analyse documentaire, nous avons analysé 12 manuels scolaires avec une grille d'analyse bien spécifique que vous avez sur la diapo. Et ensuite, nous avons mené une enquête exploratoire auprès de 18 enseignants par le biais d'entretiens semi-directifs. Donc, à partir de cette base, nous parvenons maintenant à notre analyse, à la discussion des résultats. Nous allons commencer par exposer les résultats d'analyse des manuels scolaires. Quand on regarde de près donc les manuels scolaires, on voit que l'oraliture occupe une place très marginale dans les manuels scolaires. Donc, seulement quelques extraits oraux authentiques sont recensés dans les supports que nous avons analysés. Dans le manuel de français, par exemple, l'oral est quasi absent. Les extraits sont importés, normatifs, sans ancrage culturel local. Pour ce qui est du manuel d'arabe, le patrimoine populaire est présent. Il existe des contes, des proverbes, etc. Mais l'usage qu'on en fait, c'est un usage surtout moral et religieux, très peu linguistique. Tamazight, par contre, il y a des contes, des chansons traditionnelles, mais leur valorisation à l'école reste isolée, elle n'est pas normative. De là découle une hiérarchisation implicite des langues en Algérie. Donc le français reste la langue du savoir et de l'écrit, l'arabe la langue de la tradition et de la morale, et le tamazight la langue du patrimoine. Nous avons aussi déduit que l'utilisation de l'oraliture dans les manuels scolaires était épurée. Donc, il y a des textes simplifiés, des contes abrégés, sans repère culturel, des proverbes cités sans explication ni usage social, absence de chansons populaires, neutralisation de la langue, de la charge identitaire et culturelle. Quant aux fonctions que nous avons, quant au traitement didactique que nous en avons fait, donc l'oraliture reste peu exploitée, souvent décorative plutôt qu'éducative. 3 fonctions principales s'en dégagent: décorative, morale, linguistique, très restreinte. L'oraliture reste donc perçue comme un simple texte illustratif. L'école demeure centrée sur l'écrit, reléguant l'oral au second plan. Merci pour votre écoute. Je passe la parole à ma collègue.
Bonjour à tous. Dans cette deuxième partie, nous allons voir les résultats. Je disais donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir les résultats de l'enquête exploratoire. Nous allons examiner tout d'abord les pratiques enseignantes observées à travers cette langue. Les données recueillies donc, montrent que les enseignants adoptent des stratégies très diverses pour intégrer ou non l'oraliture à leurs cours. Certains enseignants créent leurs propres activités orales, par exemple en proposant des contes, des proverbes ou des reformulations collectives, souvent inspirées du vécu des élèves. Cependant, ces initiatives restent isolées et non systématiques, car elles ne se reposent sur aucun cadre méthodologique défini. D'autres enseignants, au contraire, se limitent strictement aux lectures des manuels, faute de temps, de formation ou de ressources adaptées. Les enseignants de Tamazight se soulignent particulièrement la difficulté d'intégrer l'oral dans un système scolaire encore fortement centré sur l'écrit et sur des contenus standardisés. En somme, on observe un décalage entre les intentions pédagogiques et les pratiques réelles, ainsi qu'un écart entre les orientations officielles et les réalités du terrain. Ce constat, donc, nous conduit à examiner maintenant la manière dont les enseignants perçoivent eux-mêmes l'oraliture et les obstacles qui freinent son exploitation. Donc, à travers cette partie-là, les résultats de notre enquête révèlent une reconnaissance quasi unanime du potentiel éducatif et identitaire de l'oraliture, donc par tous ces enseignants. Ils considèrent qu'elle favorise la motivation, l'expression orale et la connaissance du patrimoine culturel, mais cette reconnaissance ne se traduit pas concrètement dans la pratique en classe, la pratique de classe. Les obstacles évoqués sont récurrents. Manque de formation spécifique, absence d'outils pédagogiques adaptés et manque de temps pour mettre en place des activités orales. D'ailleurs, sur les 18 enseignants interrogés, en phase qualitative dans notre analyse, on a révélé que seulement 14 déclarent ne pas utiliser, 14 déclarent ne pas utiliser de supports oraux dans leurs cours, faute de guidance méthodologique ou de reconnaissance institutionnelle. Donc, ils n'arrivent pas à intégrer les supports qu'ils veulent ou la manière ou exploiter ce qu'il y a avec la manière qu'ils veulent. Certains expriment également une crainte d'écart avec la norme scolaire, redoutant que l'usage des variétés locales soit perçu comme non académique. Ces perceptions et ces freins révèlent des enjeux beaucoup plus larges, à la fois éducatifs et socioculturels, que nous allons exposer là maintenant. Donc, d'un point de vue éducatif, l'absence de tradition orale dans les manuels conduit à un appauvrissement linguistique et culturel, bien évidemment, des apprentissages. Les élèves évoluent dans un univers scolaire donc souvent déconnecté de leur réalité linguistique et culturelle. D'un point de vue identitaire, cette sous-représentation contribue à affaiblir le sentiment d'appartenance des élèves à leur culture d'origine. Et enfin, sur le plan socioculturel, elle accentue la rupture entre l'école et la communauté locale. L'école apparaissant comme un espace standardisé, éloigné de la diversité linguistique du pays, malheureusement. Le modèle scolaire algérien demeure centré sur l'écrit et la norme au détriment d'une pédagogie contextualisée et inclusive. Donc, à base de tous ces constats, on a mené une petite lecture plus critique du rapport entre oral et écrit dans le système éducatif caractérisé par cette hiérarchie symbolique persistante. On a donc déduit que l'écrit reste perçu comme le vecteur légitime du savoir, tandis que l'oral est souvent relégué à la sphère informelle. D'ailleurs, il n'est pas valorisé pour cette raison. Cette tension traduit une contradiction profonde entre le modèle scolaire centralisé, fondé sur l'uniformisation et la diversité culturelle et linguistique réelle du pays, qui reste peu donc prise en charge.
Pourtant, l'école devrait être un lieu de transmission du patrimoine immatériel, un espace où la parole trouve une légitimité éducative. L'enjeu n'est donc pas seulement linguistique, mais aussi éthique et culturel. Il s'agit de repenser la place de la voix, du récit et de la mémoire dans la formation des jeunes citoyens. C'est dans cette optique que plusieurs pistes de valorisation de l'oraliture peuvent être proposées. Donc, nous avons proposé tout d'abord d'intégrer des contes et des récits oraux algériens dans les manuels scolaires, pourquoi pas, de manière structurée et contextualisée. Ensuite, créer des ateliers de contes et de narration dans les écoles afin de développer l'expression orale et la créativité des élèves. Troisièmement, développer des ressources audio-numériques locales accessibles aux enseignants et adaptées à chaque région. Et d'ailleurs, ce problème, il a été signalé dans les 2 premiers travaux exposés. Enfin, former les enseignants à une pédagogie de l'oral inclusive qui reconnaît la diversité linguistique comme une richesse et non comme un obstacle. Ces actions permettraient de rééquilibrer la place de l'oral dans l'école algérienne et de favoriser une meilleure articulation entre apprentissage, culture et identité. En conclusion, on peut résumer le tout dans ce passage. Pour atteindre tous ces objectifs et mettre en place toutes ces pistes de valorisation, réhabiliter l'oraliture, c'est donc replacer la voix et le récit au cœur du processus éducatif et faire de l'école un lieu d'expression, de transmission et de réconciliation culturelle. Je souhaite vraiment voir ça dans l'école algérienne, pourquoi pas dans les manuels que nos enfants suivent, étudient et vont transmettre à d'autres générations. Merci de votre attention. Merci, chers collègues, pour cette très belle et riche communication. Donc, vous avez essayé, votre communication, donc, s'est proposé d'examiner la place et les fonctions de l'oraliture dans les manuels scolaires algériens, donc à travers une approche interdisciplinaire qui croise plusieurs domaines, entre autres la didactique, la sociolinguistique et l'anthropologie culturelle. Donc, vous avez essayé donc de sortir avec des résultats qui nous montrent une présence faible, que vous avez même qualifiée d'inégale de l'oraliture dans les manuels et même dans les pratiques enseignantes, c'est-à-dire en classe. Voilà, donc je suppose que vos résultats s'inscrivent dans la continuité des autres résultats qui ont été présentés par les 2 premières collègues, que ce soit en langue amazigh, que ce soit en langue française. Sans trop tarder également, nous allons passer directement à la dernière intervention qui nous sera présentée par notre cher invité qui nous vient de l'université de Milwaukee. Voilà, donc il s'agit de docteur Fadloun Warda qui nous présentera une communication qui porte le titre suivant: la médiation enseignante en FLE lors du passage de l'oral à l'écrit en contexte scolaire algérien. Madame, c'est à vous. Merci Madame. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être parmi vous et de participer à ce colloque. Je suis venue avec une intervention sur un travail qui porte le titre suivant: la médiation enseignante en FLE lors du passage de l'oral à l'écrit. Je vais introduire mon travail, donc avec une petite introduction. L'enseignement de l'oral occupe aujourd'hui une place centrale dans les approches didactiques contemporaines, non seulement comme une compétence linguistique à part entière, mais aussi comme un levier d'inclusion et de participation sociale. L'oral constitue aussi un espace privilégié où s'exprime la diversité linguistique et culturelle des apprenants. Au-delà de sa fonction instrumentale, l'oral participe à la formation de l'individu dans ses dimensions cognitives, sociales et émotionnelles. Il soutient le développement de la pensée, prépare à la lecture et l'écriture et constitue, selon plusieurs auteurs, un indicateur clé de future
habiletés communicationnelles et argumentatives. Cette reconnaissance de l'oral a conduit à repenser son articulation avec l'écrit, en particulier dans l'enseignement du français langue étrangère, le FLE, où les deux modalités, orale et écriture, et orale et écrite, s'enrichissent et se transforment mutuellement. Donc notre travail va se baser sur les deux facettes de la langue qui sont l'oral et l'écrit, c'est-à-dire j'ai travaillé sur les deux à la fois. Voici notre plan de travail. Bon, je commence avec une introduction, un cadre conceptuel, une partie pratique et une synthèse finale. Bon. Les objectifs de notre recherche sont les suivants. Analyser comment s'opère le passage de l'oral plurilingue à l'écrit scolaire en classe de FLE à travers l'enseignement du débat et sa restitution écrite. Écrite normée. Quelle forme de médiation immédiate ou différée l'enseignant ou l'enseignante met-il en œuvre pour accompagner ce passage de l'oral à l'écrit? Quel effet cette médiation produit-elle sur le développement? L'absence de médiation directe, les élèves élaborent des formes écrites hybrides issues de leur pratique orale plurilingue, témoignant d'une appropriation autonome, mais encore éloignée des normes du français scolaire. La deuxième hypothèse dit que la médiation différée exercée par l'enseignante au moment de la correction ou de la réécriture agit comme un processus reconstructif. Elle permet de relier à posteriori le discours oral spontané et la norme écrite tout en consolidant la conscience linguistique des apprenants. Le passage du débat oral et à sa restitution écrite constitue un espace de négociation linguistique et identitaire où l'élève, accompagné par la médiation enseignante, apprend à reformuler son rapport aux langues et à la norme. Bon, pour le cadre théorique, on a traité plusieurs concepts. Le premier concept, nous avons le concept de médiation, Vygotsky. Là, on a présenté plusieurs définitions, celle de Vygotsky, de Coste, etc. Voilà, des principes de la pédagogie et de la pédagogie aux pratiques enseignantes, théorie, modèle, stratégie d'évaluation. On a aussi parlé du passage de l'oral à l'écrit, l'argumentation orale et le débat dans le système éducatif algérien, le rôle de la médiation dans le flux algérien immédiat ou différé. Et voilà, on a parlé beaucoup plus sur l'argumentation orale. Cadre pratique, passons directement à la méthodologie.
Le type de cette recherche, c'est une étude qualitative, descriptive et analytique de nature didactique, purement didactique, s'inscrivant dans le champ de la linguistique appliquée. Les outils et instruments utilisés dans la collecte de notre corpus, on a fait appel à plusieurs outils pour recueillir et analyser les données. On a fait des enregistrements vidéo qui ont duré 1 mois et demi. Et on a fait la captation intégrale des séances de débat en classe. Toute la séquence 2 du projet 2 du programme de la 3e année secondaire a été filmée et transcrite. Transcrite comment? Transcrite en suivant le code de transcription présenté par le GRAPH, le groupe Le GRAPH. Hein? Là où on a fait une transcription fine des interactions, paroles, pauses, gestes, tout. On a tout transcrit. Voilà. L'échantillon de terrain, l'étude a été menée dans un lycée algérien, lycée El Bayoud, commune d'El Khroub, auprès d'une classe de 3e année secondaire, en français langue étrangère. Voilà. On a travaillé sur 8 élèves, c'est-à-dire c'est 8 élèves qui ont participé au débat, mais en réalité, dans l'analyse des copies, on a analysé 5 copies seulement. Donc, voilà, c'est pour le corpus KIM, etc. C'était quand on a fait la transcription du corpus. Au lieu d'écrire tout le nom de l'élève, on met seulement les 2. Permet une reformulation linguistique et cognitive, transformant les échanges oraux réutilisables à l'écrit. Pour la 3e leçon, les élèves identifient et classent les verbes d'opinion et les mots exprimant l'accord et le désaccord à travers une série de reformulations d'exercices pratiques. L'enseignante guide les élèves pour structurer leurs arguments et les préparer à les exprimer de manière claire et cohérente dans leurs écrits. Ce module affine les stratégies argumentatives et prépare les élèves à utiliser un lexique précis et approprié pour l'écrit. Le module numéro 4 approfondit la logique argumentative en guidant les élèves à travers l'analyse d'un raisonnement dialectique. L'enseignante aide les élèves à comprendre la structure thèse-antithèse et à articuler les arguments opposés. À travers l'analyse du texte et des connecteurs logiques, les élèves sont préparés à structurer leur propre argumentation de manière cohérente et fluide dans leurs écrits. Ce module permet aux élèves de passer de l'observation du raisonnement à sa formalisation écrite. Le module 5, les élèves ici sont amenés à identifier les différentes fonctions des connecteurs, cause, conséquence, opposition, et à les utiliser correctement pour organiser leurs idées. L'enseignante guide les élèves ici dans l'application pratique de ces connecteurs à travers des exercices d'écriture argumentée, renforçant ainsi la structure logique.
Donc ce dernier module, le 6e module, se concentre sur l'analyse comparée de deux formes d'argumentation adaptées à des publics différents, un dialogue pédagogique et un article de presse. L'enseignante aide les élèves public visé, enfants pour le dialogue et adultes pour l'article. Les élèves comparent les techniques argumentatives, apprenant à adapter leur discours en fonction du type de texte et du destinataire. Ce module consolide leur compréhension et des genres textuels et les prépare à choisir les stratégies les plus efficaces pour leurs écrits. L'analyse, maintenant, la deuxième partie de notre analyse qui est portée sur l'analyse des copies. Donc, c'est-à-dire, voilà, on a analysé 5 copies. La copie 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, pour la première copie, elle révèle un raisonnement fragmenté, sans structure claire. Les connecteurs logiques sont peu utilisés, rendant le texte peu cohérent. Cependant, on observe des éléments d'argumentation spontanée, indiquant une compréhension de base du débat. La copie 2, l'analyse de la copie 2, montre quoi? Une amélioration de la structure avec l'utilisation des connecteurs logiques. Le raisonnement est plus cohérent, mais certaines parties résident incomplètes et trop générales. Pour la troisième copie, elle présente un raisonnement clairement structuré et avec une bonne utilisation des connecteurs logiques et une organisation cohérente, etc. La cinquième copie présente une argumentation cohérente avec une utilisation adéquate des connecteurs logiques et une bonne organisation des idées. Bien que certaines parties puissent être affinées, le texte montre une forte progression et respecte largement les conventions écrites, indiquant une maîtrise consolidée des compétences argumentatives. Voilà. Ici, je vais croiser les résultats. Donc là, l'enseignante a joué un rôle de guide et facilitatrice, aidant les élèves à structurer leur raisonnement, à enrichir leur lexique et à maîtriser l'argumentation écrite. Son approche a permis une transformation progressive de la parole spontanée en pensée écrite structurée. Voilà, ici on va répondre à nos hypothèses. Donc, le débat est un levier cognitif et social, la médiation enseignante comme trace structurante, voilà, etc. Passons directement, faute de temps, on va répondre à notre problématique et on passe directement à la conclusion. Donc l'enseignement du débat et sa restitution écrite en flux facilite la transition entre l'oral plurilingue et l'écrit académique grâce à la médiation enseignante. L'enseignante, en tant que médiatrice linguistique et cognitive, guide les élèves dans la structuration de leur raisonnement, leur permettant de passer d'une réflexion spontanée à une argumentation organisée et cohérente. La dynamique du débat oral, régulée par l'enseignante, est transférée à l'écrit, consolidant les compétences argumentatives acquises lors des échanges oraux. La médiation différée joue un rôle clé dans la normalisation du discours argumentatif en introduisant des modèles syntaxiques et des outils discursifs qui structurent les productions écrites des élèves. Voilà. Piste d'amélioration. Cette étude peut être enrichie par une extension de l'échantillon à d'autres régions algériennes pour une meilleure représentativité. Une durée d'observation plus longue permettrait d'évaluer la pérennité des compétences acquises. L'intégration d'outils numériques, plateformes de débat en ligne, pourrait également moderniser la pratique pédagogique. Enfin, une différenciation accrue des stratégies selon les niveaux initiaux des élèves optimiserait les résultats. Voilà, perspective de recherche future. Voilà, je vais lire une seule perspective. Renforcer l'interactivité, plus d'échanges en petits groupes pour diversifier les arguments. Et à vous de lire le reste. Et merci pour votre écoute attentive. Voilà. Je vous remercie, chère madame, pour cette présentation très intéressante. Donc, vous avez essayé, à travers cette dernière, d'analyser le processus de transition entre l'oral et l'écrit dans l'enseignement du français en contexte scolaire algérien. Donc, toutes les différentes interventions que nous avons écoutées durant cette session
ont insisté sur l'importance accordée à l'oral, et surtout à l'oral, c'est-à-dire par rapport à l'écrit. Plusieurs suggestions ont été notées. Entre autres, vous étiez nombreuses à proposer de travailler sur des séquences consacrées entièrement à l'oral, à travers l'intégration de contes, de récits oraux, pourquoi pas, même des ateliers d'écriture, de contes et de narration. Vous avez également recommandé, et c'est une recommandation partagée par l'ensemble des collègues, d'intégrer l'outil numérique en classe. Et évidemment, vous avez insisté, les trois interventions ont insisté sur la formation des enseignants pour une meilleure pédagogie de l'oral. Alors maintenant, j'invite l'assistante à poser les questions ou les remarques qui sont les bienvenues. Vous avez quelques minutes pour le faire, puis nous allons donner la parole aux intervenantes à tour de rôle pour y répondre. Voilà, le débat est ouvert. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'ai une question. Je commence par la fin, par la dame qui a présenté la médiation de l'enseignement en FLE au passage de l'oral à l'écrit. Ma première question, en fait, c'est une petite remarque, en fait. Dans votre présentation, vous n'avez pas donné la consigne qui a été donnée aux élèves. Elle n'a pas été présentée dans votre exposé. Oui. Donc je me suis demandé quelle était la consigne qui avait été donnée par l'enseignante pour produire le texte écrit. Oui. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, ma question, puisqu'elle aura appris comment utiliser les procédés d'argumentation pour justement savoir ce que c'est qu'un débat oral, est-ce qu'une fois, et j'ai compris que les exercices qui avaient été donnés étaient des exercices à l'écrit, n'est-ce pas, pour leur apprendre qu'est-ce qu'une thèse, un argument, exemple, les articulateurs logiques, etc. J'imagine que les exercices qui ont été donnés, c'était des exercices à l'écrit. C'est-à-dire que c'est des exercices d'appariement peut-être, ou des exercices à trous dans lesquels les élèves utiliseraient les procédés. N'est-ce pas? Oui. Donc, est-ce qu'une fois qu'ils ont acquis le travail de l'écrit, est-ce qu'elles n'auraient pas réutilisé ces procédés-là pour faire le sens inverse, c'est-à-dire de revenir à l'oral? Une fois que les procédés sont... moi, c'est ce que j'aurais fait, puisque le but est d'apprendre l'oral, le débat, parce que le débat, il est oral. Il n'est pas écrit. Donc mais là, on l'enseigne à travers l'écrit. Voilà. Et donc, la logique des choses dans l'enseignement serait de réapprendre, de mener les élèves à utiliser l'oral pour justement utiliser tous les procédés qui ont été appris. Est-ce que cet exercice-là a été fait une fois qu'elle a fini de leur apprendre cette technique-là? Ensuite, ma question, je la pose à mademoiselle Cassie. J'ai pas tout compris. Mais grâce à votre traduction, j'ai pu saisir un petit peu le travail que vous avez mené dans ce travail. Et donc j'ai compris que la difficulté des enseignants de Tamazirt, c'était dans l'utilisation des moyens, du public. Et justement, ma question, c'est que qu'en est-il de l'enseignement de Tamazirt dans les régions non berbérophones? Est-ce que ce sont les mêmes difficultés que rencontreraient les enseignants? Je ne sais pas si vous y avez pensé. Hein. Et donc, comment font-ils ceux qui enseignent à Sétif, à Constantine, dans le sud? Peut-être dans le sud, ils utiliseraient peut-être la langue de Tamazirt, mais je voudrais savoir dans les parties arabophones comment ça se passe. Et une dernière question donc pour Madame Mounsi et Samahi.
Vous avez parlé du travail de l'oral dans l'enseignement, l'oraliture dans les manuels scolaires. Ma question, c'est que dit l'institution officielle justement dans l'oraliture? Parce que j'ai cru comprendre que dans les nouveaux programmes, ils ont introduit justement l'oral, du moins dans les petites classes. Ce qu'on appelait avant le muhadatha, comment ça se passe maintenant? Puisqu'apparemment, le problème qui se pose, c'est les moyens les moyens pédagogiques que les enseignants ne possèdent pas. Et donc, comment font-ils justement pour pallier à ce manque-là et travailler dans les conditions que nous connaissons? Voilà. Merci pour ces questions, chers collègues. Donc, nous allons donner le micro au baladeur. Juste, voilà, juste une petite question en fait à tout le monde, hein, puisqu'en fait toutes vos interventions sont allées dans le même sens, ce qui est très bien. Franchement, où est-ce que ça cloche? Parce que l'école algérienne forme des élèves, forme des citoyens qui ne savent pas parler, qui ne savent pas structurer une phrase correcte, un questionnement, une réflexion. Et nous, ici, à l'université, nous les recevons. Voilà, nous les recevons. Ils viennent ici, ils obtiennent le bac et on a affaire à une classe, un groupe de 25 étudiants, 19 ne savent pas parler, un seul sait parler. Voilà, il sait répondre à nos questions. Et du coup, c'est vraiment une catastrophe, c'est le constat. Et la question que je vous pose à toutes, où est-ce que ça cloche exactement? Est-ce que c'est vraiment au niveau des programmes qui sont élaborés au niveau du ministère, c'est-à-dire au niveau des décideurs? Ou alors ça cloche aussi au niveau des enseignants qui interviennent au primaire, au CEM et au lycée? Est-ce que ça cloche chez eux? Parce que, je ne sais pas, dans vos enquêtes, est-ce que vous êtes intéressés à ça, à la manière de s'y prendre des enseignants? Parce que je vais vous dire une chose. On peut avoir un programme élaboré par Einstein en personne. Mais si l'enseignant ne sait pas s'y prendre, franchement, ça ne sert à rien. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à toutes. Donc, bien entendu, la tradition scolaire, l'institution scolaire valorise la culture savante à l'échelle mondiale. On valorise la culture savante, et on enseigne le savoir savant, pas scientifique, mais savant. Et on délaisse la culture populaire. Donc j'ai introduit rapidement, théoriquement, la théorie de Pierre Bourdieu, le rapport de force, l'opposition culture savante, culture populaire, langue savante, langue populaire. Donc c'est le profil attendu de l'institution scolaire. Donc maintenant ma question, quel est le profil de sortie de l'apprenant à partir justement de la prise en charge, je dirais, de l'enseignement de l'oralité, c'est-à-dire au sens de la prise en charge de l'école? Quel sera le profil de sortie? Qu'est-ce qu'on cherche comme profil de sortie de cet apprenant à partir justement de cet enseignement que vous, docteur Moussi et docteur Samahi, parce que vous plaidez pour l'enseignement, pour la prise en charge, mais quel sera ce profil de sortie? Et comment justement le travailler pour l'avoir? Salam alaikum. Je tiens à vous dire, j'ai une petite remarque, que cette session, elle est animée que par des femmes. C'est un honneur pour nous, premièrement. Deux, je voulais poser une petite question à l'Oustad Al-Fadila. C'est normal, hein? Vous le méritez. Hein? Le texte, parce que moi je ne connais rien en amazigité ni en berbère, hein, parce qu'il y a deux choses différentes. Et c'est écrit en classique ou bien en populaire? Le texte que vous avez présenté, la communication, est-ce qu'elle a été présentée avec le classique ou le populaire? C'est uniquement pour avoir une information sur le niveau de l'utilisation de la langue berbère dans la communication. Travaux de recherche. Merci à tout le monde. Bonjour.
je voudrais poser une question, mais j'ai peur qu'elle soit hors sujet, parce que on parle, bon, le thème du colloque, c'est culture, oralité, écriture, l'Algérie à travers ses langues et ses textes. Je pense qu'on devrait parler de la culture algérienne, à travers les textes, comment la transmettre à travers l'oralité et l'écriture. Mais depuis ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est comment réussir l'enseignement de l'oral et de l'écrit. Je n'ai pas trop compris, par exemple, concernant notre dernière collègue, notre dernière intervenante, elle a plus évoqué les difficultés de l'enseignement de l'oral et non pas comment se transmet la culture algérienne. D'ailleurs, Sabrina, notre collègue, sa question concernait un petit peu comment faire en sorte que nos élèves arrivent à l'université en maîtrisant la langue française, arabe, ou les autres langues, ou l'anglais aussi. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui suis hors sujet? Peut-être c'est ma question qui est hors sujet, mais j'ai l'impression si quelqu'un peut m'expliquer, parce que je ne sais pas. الزول في الاول نمرا ثقشي شي ناقيا غادي في كان تايوالي ناقيا سوازا لسنت تعطيكم الصحة تنمرتن كنت معنا سايوس كان كتماوس c'est une petite remarque d'ordre méthodologique à moins que je m'égare. En principe, nous avons enseigné en méthodologie dans une communication, un travail de recherche, on commence par un questionnement de départ. Puis une problématique. Une problématique, ça ne devrait pas être des questions, c'est des réponses supposées, hypothétiques. Je pense qu'on s'égare quelque part, soit vous, soit c'est moi. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Alors à mon tour, je pense que, du moins pour les... celle qui a parlé de Tamazir, je ne risque pas de m'aventurer, mais pour les autres, là, vous vous êtes un peu embourbé dans la didactique, mais là, j'ai l'impression que l'oral, c'est devenu l'objet, alors que l'oral, ce n'est que... D'ailleurs, j'ai l'impression que vous avez écarté l'objectif d'abord d'enseigner l'oral. C'est pour apprendre et s'approprier la langue française, n'est-ce pas? Et pour enseigner l'enseignement apprentissage d'une langue étrangère, il faudrait les 4 compétences. C'est compréhension à l'oral et à l'écrit, production à l'oral et à l'écrit. Donc, l'oral ne peut pas être objet de représentation positive ou négative, pas du tout. Et en même temps, vous avez tous parlé de l'enseignement de l'oral, et je confirme ce qu'a dit ma collègue, c'est exactement, au lieu de, normalement, le sujet, c'est les difficultés de l'enseignement de l'oral. D'ailleurs, je m'étonne un peu comment ça se fait, Samuel, jusqu'à maintenant, on n'a rien dit, parce que c'est un peu votre domaine. Donc, il est question de difficultés que rencontrent les apprenants à l'oral, chose qui n'a rien à voir avec la thématique abordée. Par rapport à mes deux... ce que je vous reproche aussi, peut-être c'est pour cela que vous vous êtes un peu perdu, vous n'avez pas situé, puisqu'il est question de didactique, de manuel scolaire, on en est dans quelle méthodologie d'enseignement? L'oral a connu plusieurs positionnements dans ces différentes méthodologies d'enseignement. On ne peut parler d'enseignement de langue sans évoquer l'approche, la méthodologie. Juste pour terminer, au jour d'aujourd'hui, l'oral et l'écrit ne peuvent pas être séparés de l'enseignement d'une langue étrangère. Ça va de soi. Quelqu'un qui maîtrise la langue doit la maîtriser à l'écrit et à l'oral. Les 4 compétences sont inévitables. Je vous remercie. Merci, chers collègues, pour toutes ces remarques et ces questions qui ne font qu'enrichir en fait, le débat sur la question de la culture, l'oralité et l'écriture. Moi, j'avais l'intention de poser les mêmes questions, mais mes collègues l'ont déjà fait. Donc, je donne la parole directement aux intervenantes. Je suppose donc que vous avez noté vos questions, les questions qui vous sont adressées. Donc, on commence par les réponses aux questions adressées à chaque intervenant. Puis, nous allons laisser également toutes les intervenantes répondre aux questions collectives qui ont été posées et adressées à tout le monde. Quoi. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi pour les réponses. Essayez d'être bref, s'il vous plaît. Bref. Voilà. Ouais, surtout. D'être bref, vous êtes toutes... Voilà.
Merci, madame. Le sujet qui a été donné aux élèves de la 3e année secondaire, c'est faut-il obliger les élèves à faire du sport? Est-ce que pratiquer le sport, c'est obligatoire pour les enfants ou non? Ça a été un sujet de débat. Et puis après, on est passé à une séance d'expression écrite où ce qui a été dit durant le débat a été transposé à l'écrit par les mêmes élèves. Voilà. Vous avez posé la question sur est-ce que les exercices, c'est des exercices à l'écrit. Les 8 modules représentent 8 leçons de compréhension de l'écrit. C'est des études de texte, c'est-à-dire l'enseignante fait de l'étude de texte avec ses élèves durant toute la séance et donc 5 séances d'expression de l'écrit et puis une séance de compréhension de l'oral. Là où les élèves écoutent une vidéo ou un enregistrement et puis après ils reformulent ce qu'ils ont compris. Voilà. Vous avez posé une question sur est-ce qu'à la fin on revient à l'oral? Oui, on commence par l'oral, par un débat. La séquence commence par un débat oral, se termine par un débat oral. C'est-à-dire, les élèves, au cours de la séquence, au cours des différents modules, ils vont apprendre les caractéristiques liées au débat, les caractéristiques de l'oral, etc. Et vers la fin, on va reprendre le même thème qui a été traité dans le premier débat et on essaie de voir est-ce que ça a évolué ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'on sent un progrès ou non. Voilà. C'est tout. Donc, on commence par l'oral et on revient à l'oral, mais on l'enseigne à travers l'écrit. C'est ça le problème. On est obligé de faire de l'écrit. On peut pas. C'est toute une séquence et ça va durer 1 mois et demi. Impossible de ne pas faire de l'écrit pendant la séquence. L'élève doit garder une trace écrite, c'est-à-dire. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et madame, si vous. Question qui se pose, y a-t-il une place accordée à la culture justement dans ce débat? Non. Puisque vous parlez de sport. Non, on apprend aux élèves comment respecter le tour de parole, on leur apprend comment donner une opinion, comment, c'est-à-dire respecter l'autre, comment oser parler, comment donner des arguments. C'est tout, voilà. Merci. Alors, nous allons passer maintenant à Mademoiselle Kassi pour répondre à la question, aux questions qui ont été posées. Je pense qu'il y en avait 2. Une seule question. Donc, pour répondre à la question de Madame Mourtari. Donc, je vous remercie pour votre question. Donc, elle est assez pertinente. Donc, concernant l'enseignement, donc la réalité du terrain. Donc, personnellement, je ne peux pas me prononcer en ce qui concerne réellement ce qui se passe vraiment. Donc, puisque je n'ai qu'une modeste expérience qui ne dépasse pas les 2 mois. Donc, j'ai déjà effectué des remplacements. Donc j'ai vu quelques exemples par rapport à la gestion des différentes variantes. Donc, il y a des enseignants qui recourent à la pédagogie différenciée. Donc, il y a des expériences aussi, notamment des expériences. Donc, il y a des enseignants qui utilisent notamment ce qu'on appelle des flashcards. Donc, l'utilisation des images pour l'apprentissage du vocabulaire, notamment pour les élèves arabophones. Donc, ils mettent des images en plein cours pour expliquer le vocabulaire et notamment le lexique utilisé au quotidien. Donc, le considérer comme une langue étrangère. Exactement. L'enseignerait comme une langue étrangère. Oui, c'est dans cette démarche-là. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près. Donc, j'essaie de faire briller. C'est bon? Merci, Mademoiselle Kassi. Donc, je donne la parole aux deux intervenantes pour répondre à la question. C'est bon? On nous demande... Malheureusement, on ne peut pas continuer. De couper la... Mais on prend au moins une réponse, là. Oui. C'est pas aussi urgent, quand même. Oui, d'accord. Voilà. Allez-y. J'invite mes collègues à répondre aux questions. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question de mon collègue, M. Benassar. On m'entend? Je ne sais pas si je vous ai bien comprise. Donc, la question que vous m'aviez posée, c'est quel est le profil de sortie de l'apprenant? C'est ça, à travers l'enseignement de la relecture donc en classe.
c'est avant tout donc, transmettre la culture, notre culture. Parce que la culture, à mon avis, ne devrait pas être transmise uniquement dans le cancan familial. Si on ne transmet pas notre culture à travers l'école, si on la transmet à travers uniquement le cancan familial, ça reste vraiment très limité. Mais donc, dans le milieu éducatif, ça serait encore mieux pour qu'il y ait transmission de génération en génération. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Merci, chers collègues. Donc, vous êtes invités à la pause déjeuner. Voilà, et bon appétit à tout le monde. Merci.